Bonsoir, bonsoir à tous. Merci à ceux qui sont encore là après un marathon. Il y a certains visages que je reconnais dans la salle que j'ai vus dès mercredi 16h et qu'on campait dans les locaux pendant la nuit. Je le sais, j'ai des preuves. On va maintenant on va essayer de ne pas casser l'ambiance qu'a mis la table ronde précédente. Je ne sais pas si elle sera pessimiste ou pas celle-ci. La question de cette dernière table ronde, c'est l'Europe, Requiem ou Te Deum. Est-ce qu'on va vers une accentuation de la crise avec toute une série de conséquences, ou au contraire, est-ce qu'on peut imaginer que soit les différentes difficultés rencontrées par l'Union européenne aujourd'hui sont passagères, voire l'occasion pour elle de se renforcer. Après tout, les crises, ça fait aussi grandir parfois. Alors pour parler de ça, j'ai un peu la table ronde de rêve. Alors je vais essayer de présenter mes invités dans l'ordre alphabétique, pas dans l'ordre de préséance. J'espère qu'ils m'en excuseront. Alors, Bertrand Badi, bonjour. Bertrand Badi, vous êtes professeur émérite à Sciences Po Paris. Alors vous avez une bibliographie longue comme mes deux bras. Bertrand Badi sera en dédicace d'ailleurs à la librairie à la sortie de cette table ronde. Je citerai juste Le Temps des humiliés, Pathologie des relations internationales. On va peut-être parler de la pathologie européenne avec vous tout à l'heure. Nous ne sommes plus seuls au monde, ça c'était en 2016. Vers un monde néo-national avec Michel Fouché qui avait ouvert ce festival en 2017. Et puis tout récemment, Quand le Sud réinvente le monde, essai sur la puissance de la faiblesse, publié à la Découverte en 2018. Pour ne citer que quelques-uns des livres récents de Bertrand Badi. Je ne vais pas ici faire de commentaires sur sa biographie, mais croyez-moi, il y a de quoi faire et c'est toujours extrêmement intéressant. Alain Dumort, bonjour. Alors Alain Dumort, on vous a vu hier en auditorium, hier après-midi. Vous êtes directeur de la représentation régionale de la Commission européenne en France depuis septembre 2016, et particulièrement les relations avec les collectivités territoriales. Simon Persicot, bonjour. Vous êtes professeur des universités, rattaché à Sciences Po Grenoble. Vous êtes responsable de l'équipe gouvernance du laboratoire PACT, qui est un laboratoire pluridisciplinaire à cheval, en quelque sorte, entre Sciences Po et l'Université Grenoble-Alpes. Et puis Jean-Pierre Sueur, bonjour, que je suis très heureux d'accueillir de nouveau dans ce festival, sénateur du Loiret, vice-président de la Commission des lois au Sénat et membre de la délégation sénatoriale à la prospective. Voilà un panel, je crois, qui termine en feu d'artifice un peu cette session 2019 du Festival de géopolitique. Alors, ce qu'on va procéder de la façon suivante, je vais leur demander de répondre très brièvement à tour de rôle à deux questions, et puis ensuite c'est vous qui allez poser des questions sur ce thème de l'avenir de l'Union, et ils y répondront. Ils essaieront d'y répondre, enfin je l'espère, dans le temps qui nous est imparti. J'excuse tout de suite M. Sueur qui devra nous quitter un petit peu précipitamment à la fin de la session, mais je le remercie chaleureusement d'être venu, d'avoir fait le voyage pour venir sur cette session. Alors la première question, elle est très simple, messieurs. Bertrand Badi, vous qui parlez de pathologie, comment va l'Europe ? Oui, le terme de pathologie est un terme qu'on emprunte à la médecine, mais qui est un terme durkheimien. Et en vieux durkheimien que je suis, je pense que ce concept est extrêmement utile et porteur. Quand on fait des sciences sociales, il faut d'abord s'interroger sur le subjectif. C'est-à-dire, ce n'est pas à nous de décider si l'Europe va bien ou va mal. C'est d'abord à ceux qui sont les usagers de l'Europe de dire comment ils la ressentent. Vous savez que le perçu, la perception en sciences sociales, c'est quelque chose de très important. Dans le réel politique, c'est quelque chose de fondamental. Il y a des indicateurs qui sont des indicateurs troublants et inquiétants, effectivement, notamment dans trois directions. Première direction, que vous apporte l'Europe ? Est-ce qu'il y a dans les opinions publiques européennes un sentiment que l'Europe répond à leurs attentes et répond à leurs besoins ? Et là, non seulement la pente est descendante et qu'il y a de moins en moins ce sentiment de satisfaction des besoins et des attentes, mais en plus de ça, ce qui est le plus inquiétant, c'est que beaucoup d'entrepreneurs politiques font de cette déception une vraie marchandise politique et un moyen effectivement de la relier
aux causes plus générales de difficultés, de tensions, d'échecs qui caractérisent tant les économies que les sociétés, que les systèmes politiques européens. De même, quand vous demandez est-ce que vous vous identifiez à l'Europe, est-ce que vous vous sentez véritablement citoyen de l'Europe, là aussi, la courbe n'est pas très satisfaisante. Et enfin, quand vous leur demandez est-ce que vous croyez pouvoir peser sur l'Europe, sur les choix européens, sur la politique européenne, est-ce que vous êtes entendu? Et là, il y a un sentiment de totale extériorité. Alors ça, ce n'est pas bon. Objectivement maintenant, c'est-à-dire essayons de nous dégager de ce perçu pour essayer de comprendre les bases même du fonctionnement de l'Union européenne, il y a des choses extrêmement positive, qu'il ne faut pas oublier, mais on ne parle jamais. Je trouve par exemple extrêmement positif que face à la Grande-Bretagne, les 27, si différents soient-ils, aient pu tenir une attitude commune tout au long du processus de négociation. Personne ne s'y attendait, personne ne s'attendait à ce point, à ce qu'il y ait une position assez facilement obtenue, commune, à l'ensemble des partenaires européens. De même, et ça, remercions nos amis britanniques, personne ne songe plus maintenant, au-delà de la Grande-Bretagne, à quitter l'Europe. Ce qui est un autre élément quand même, sinon de bonne santé, en tous les cas, que l'affaire n'est pas faite. Moi, ce qui m'inquiète, et je sais que je ne dois pas être trop long, donc ce qui m'inquiète, c'est que l'Europe est incapable, et c'est là, je crois, sa vraie faiblesse, de se définir par rapport à la mondialisation. C'est le point noir, en quelque sorte, de l'aventure européenne. L'aventure européenne avait très bien commencé sur le mode associatif, lorsqu'il s'agissait de mettre fin aux guerres intestines, quand il s'agissait de reconstruire une Europe exsangue. Ça nous a donné les 30 Glorieuses, et ça nous a donné, en quelque sorte, un sentiment de positivité européenne. Mais depuis est intervenue la mondialisation, et cette positivité s'est effritée et a été remplacée presque par son contraire. C'est-à-dire, voilà d'abord un continent qui a le sentiment, à juste titre, d'avoir inventé le premier système international et qui n'arrive pas à s'en défaire. D'où cette espèce de conservatisme institutionnel, politique et diplomatique qui la caractérise. Deuxième élément, l'Europe est saisie par la peur de la mondialisation. Parce que la mondialisation est perçue par les Européens comme étant la base d'une perte de statut. L'Europe était au centre du monde pendant des siècles et des siècles. Avec la mondialisation, la notion même de centre perd son sens. Et donc, il y a cette grande peur que la mondialisation vienne les défaire d'un statut qui était un statut de joueur en première division ou même en division unique. Et ce sentiment de peur de statut se diffuse et irradie tous les secteurs irrigués par la peur. C'est-à-dire, du coup, on a peur de la mondialisation sur le plan économique, sur le plan social, sur le plan culturel, sur le plan démographique, sur le plan humain. Et tout ceci campe l'Europe dans des positions plus défensives que projectives, que prospectives et imaginatives. Cette peur, elle aussi, est devenue une marchandise électorale. On vend de la peur, et on vend de la peur qui se transforme en un produit que tout le monde connaît bien, qui s'appelle le néo-nationalisme. Ce néo-nationalisme, c'est cette façon, effectivement, de résister à la peur ou de répondre à la peur en se repliant chez soi, en fermant les portes, les fenêtres, les volets et tout à double tour. Ce néo-nationalisme, du coup, est la négation de l'aventure européenne, puisqu'il tente à recréer les États-nations dans leur identité historique et finalement laisse le projet d'intégration, je dirais, sans utopie, sans pensée, sans moteur et sans dynamique. Et puis, l'Europe a peur du monde. Elle a peur de se défaire de cette tutelle américaine qu'elle adore, en fait. C'est-à-dire, c'était bien que ce tuteur américain fasse ce que nous ne savons pas faire, c'est-à-dire notre défense, notre sécurité militaire, nos relations internationales. Si maintenant M. Trump ne veut plus faire ça, il va falloir que nous le fassions, et ça, nous ne voulons pas le faire, parce que notre culture, elle est westphalienne, elle est compétitive, elle n'est pas de produire du collectif. Et du coup, cette espèce de déception, de frustration, qui est née un jour, c'est le 13 novembre 2013, où un ministre des Affaires étrangères français avait dit sa peur de voir l'hégémonie américaine se transformer en isolationnisme. Et cette idée d'être tout seul, sans le grand frère que par ailleurs on ne
supportait pas tous les jours, paralyse notre capacité de nous affirmer en tant que tel dans l'espace mondial. On l'a vu dans l'affaire iranienne, jusqu'à la caricature. Et on le voit dans une affaire assez marginale, mais quand même l'affaire vénézuélienne. Monsieur Trump décide quelque chose, quelques heures après, les chefs d'État européens, en rang serré, viennent suivre la formule décidée à Washington. On ne sait pas définir notre partenariat avec les émergents, c'est-à-dire ceux qui ont la main dans l'espace mondial aujourd'hui, tant sur le plan économique, commercial, que peut-être politique et diplomatique. On ne sait pas parler à la Chine. Et enfin, on ne sait pas parler au Sud. C'est-à-dire, on reste encore dans nos vieux rêves plus ou moins cauchemardesques de l'époque coloniale, c'est-à-dire sans prendre la mesure du fait que le Sud, maintenant, a le quasi-monopole de la conflictualité internationale, mais aussi de bien des richesses du sous-sol, on continue à voir le Sud comme l'éternel assisté et comme le champ de manœuvre où on doit intervenir à n'importe quel moment. Alors, ce triple échec, je ne parle pas de la Russie, je pourrais dire la même chose, face à la Russie, face aux États-Unis, face aux émergents, face au Sud, mais qu'est-ce qui reste ? Qu'est-ce qui reste ? Probablement notre capacité de gérer nos relations avec Saint-Marin. Oui, bien sûr, mais est-ce que ça suffit ? Voilà. Merci Bertrand. Simon Persicou, vous partagez le diagnostic, vous vocalisez sur... Vous pensez qu'il y a d'autres problèmes plus... Non, je partage très largement le diagnostic d'une forme de une très grande gravité de la crise européenne aujourd'hui. Les éléments qui ont été pointés par Bertrand Badi sont évidents en matière démocratique, en matière de relations internationales. On le voit dans plein d'indicateurs. Par exemple, quand on regarde l'évolution des taux d'abstention, par exemple, vous parliez de ce sentiment des citoyens de ne pas avoir prise sur les décisions européennes. Quand on regarde l'abstention aux européennes, non seulement elle est plus élevée qu'aux élections nationales, mais en plus, elle décroît encore plus vite. C'est-à-dire que on est bientôt arrivé à un moment où, c'est même le cas, on est arrivé à un moment où plus de 50% des citoyens européens ne votent pas aux élections européennes. Ça pose un problème fondamental de légitimité des démocraties. Et puis en parallèle, il y a cette espèce d'incompréhension, ce désintérêt, et cette forme d'hostilité aussi d'une partie des citoyens à l'égard de l'Europe. En fait, il s'agit surtout de désintérêt, en réalité, parce que l'Union européenne ne fait pas la preuve, aux yeux des citoyens, de sa capacité, effectivement, à changer un peu le quotidien. Et de ce point de vue-là, la gravité de la crise européenne, elle est aussi à attribuer à l'Union européenne en tant que telle. Et elle n'est pas que la cause de politisation un peu malsaine de la part des élites nationales. Ce que j'entends par là, c'est que l'Europe va mal, même si les populistes ne disaient pas que l'Europe va mal, elle irait mal quand même. Et il y a toute une partie de crise qu'elle n'est incapable de gérer, qu'elle gère très mal. Elle fait pas ce qu'il faudrait faire, elle fait parfois l'inverse de ce qu'il faudrait faire pour faire face aux défis qui sont devant elle. Premier défi, la crise humanitaire. Je ne parle pas de crise migratoire. Honnêtement, la première chose que c'est une crise humanitaire. 70% des personnes qui ont tenté de rejoindre le continent européen depuis 2013 sont issues de pays en guerre. Plus des 2/3. Donc évidemment, cette capacité de les accueillir à peu près dignement, mais même d'une certaine manière de les laisser traverser sans les tuer, est un enjeu fondamental. Et je ne sais pas si vous avez vu les vidéos récentes qui ont été parues par le New York Times sur la manière dont les gardes-côtes libyens, à qui l'Union européenne délègue ce contrôle des frontières, traitent des gens en train de se noyer. Il y a là un défaut fondamental de capacité de l'Union européenne en tant qu'espace politique de faire ce qu'elle doit faire selon les codes du droit international. Premier défi qu'elle est incapable de gérer. Deuxième défi, le réchauffement climatique. On a signé, il y a un peu moins de 4 ans maintenant, décembre 2015, les accords de Paris. Évidemment, l'Union européenne était au premier plan, derrière la France évidemment, et était très active pour obtenir un niveau élevé d'engagement en matière de lutte contre le réchauffement climatique. D'après les dernières données, sur les 197 pays signataires, seuls 16 s'en tiennent à leurs engagements. Parmi ces 16, combien de pays européens ? 0. Aucun pays européen, membre de l'Union européenne, ne tient ses engagements en matière de lutte contre le réchauffement climatique. Alors qu'on disait que l'Union européenne était particulièrement efficace, qu'elle permettait d'avancer très fortement en matière d'environnement. C'était le cas à l'époque de Kyoto. Aujourd'hui, il faut être honnête, c'est beaucoup moins le cas. L'Union européenne est beaucoup moins efficace à entraîner les différents États derrière elle pour lutter contre les défis qui lui font face. Crise économique, montée des inégalités, pareil. Je veux dire, l'Europe voit en son sein une montée
très importante des inégalités, avec une captation par une partie de la population, en l'occurrence les 0,1% de la population, c'est vraiment peu, une partie de plus en plus importante des ressources. Alors, c'est pas des ressources financières. Alors, c'est pas la seule. L'Inde, je peux vous assurer que les inégalités augmentent encore plus vite. Les États-Unis aussi. Mais cela dit, l'Union européenne est incapable de faire face à ce dérèglement de cette stabilité-là. Et elle est aussi incapable de proposer un plan, ou en tout cas une stratégie de politique économique qui, grosso modo, fait face à la stagnation de la croissance économique. Puisque ça aussi, c'est une évolution de long terme, depuis les années 90, le déclin tendanciel des taux de croissance économique en Union européenne, que l'Union européenne ne sait pas quoi faire. Elle n'arrive pas à relancer de manière relativement durable cette croissance économique. Et d'ailleurs, ce serait peut-être impossible à faire. Donc, en réalité, elle est incapable de penser ce monde sans croissance économique, ou en tout cas, elle ne permet pas aux États, à l'intérieur d'elle, de faire face à cette crise économique. Donc, de ce point de vue-là, il ne faut pas non plus toujours accuser les populistes. Parce qu'en vrai, des problèmes concrets de l'Union européenne, il en existe beaucoup. Certes, ils le formulent de manière très mal. Certes, ils simplifient beaucoup les enjeux. Mais surtout, la principale erreur que font ces partis hostiles à l'Union européenne, et c'est pour ça que dans l'ouvrage que nous avons écrit avec toute une partie de collègues de Pacte et de Sciences Po Grenoble qui s'appelle « Sauver l'Europe », citoyens et gouvernance européenne par gros temps, que je vous invite à acheter et à venir si vous voulez qu'on en discute à la fin de la séance, on prend le parti, il faut sauver l'Europe, absolument. Pourquoi il faut sauver l'Europe ? Parce qu'en gros, c'est un espace qui permet la négociation collective entre États. Parce que quel est le problème aussi ? C'est que tous les procès qu'on fait à l'Union européenne, eh bien, on peut faire exactement les mêmes procès aux États qui la composent. Et ça, c'est fondamental. C'est-à-dire qu'en fait, on accuse un système politique comme l'Union européenne de maux dont, par exemple, un pays comme la France souffre, et souffre peut-être encore plus. Enfin, je veux dire, on est dans le pays dans lequel s'est développé le mouvement des Gilets jaunes. Est-ce que vous avez l'impression que dans la Ve République, les citoyens ont l'impression d'être entendus ? Est-ce que vous avez l'impression que, certes, le régime est clair, on sait qui gouverne ? Ce n'est pas le cas de l'Union européenne. En France, au moins, on sait qui gouverne. Mais est-ce qu'on a l'impression que est-ce que les Français, dans leur ensemble, ont l'impression que les politiques menées défendent leurs intérêts ? Non. Regardez les taux de popularité des présidents de la République de la Ve République, et ce, depuis les années 90. Le rejet fort des institutions démocratiques que les Français expriment à l'égard de l'Union européenne, on retrouve exactement le même au niveau national. Et tout ce que je disais sur l'incapacité, par exemple, à atteindre les objectifs en matière de réchauffement climatique, les États sont eux-mêmes aussi tout à fait responsables de ces maux-là. Donc ça, c'est quelque chose qu'il est important de garder en mémoire. C'est-à-dire qu'on peut accuser l'Union européenne de maux, tout à fait, c'est tout à fait justifié. Et en même temps, il faut garder en mémoire que toutes les institutions politiques actuellement souffrent des mêmes problèmes et font face aux mêmes crises sans incapacité de réagir. Et donc, d'une certaine manière, s'en prendre à l'Europe comme seule source de nos problèmes n'a évidemment aucun sens. Et c'est pour ça qu'on écrit qu'il faut la sauver. Merci Simon Persicot. Jean-Pierre Sueur, j'ose imaginer que vous allez répondre en partie à ces arguments. Merci Monsieur Wissou, et merci surtout d'avoir organisé ce festival de géopolitique. On est très bien ici, hein, c'est magnifique. J'ai fait un livre, mais il n'est pas en vente ici. Je ne l'ai pas amené, puis j'y ai pas pensé. Il s'appelle Victor Hugo au Sénat, parce que Victor Hugo a été sénateur et même père de France. Et alors, mais c'est un livre intéressant. Et alors, Victor Hugo, vous savez, il était contre la peine de mort, contre l'esclavage, pour le droit de vote des femmes, et il était pour les États-Unis d'Europe et pour la monnaie unique européenne. Et il a légué tous ses manuscrits et tous ses dessins à la Bibliothèque nationale de France, qui deviendra, a-t-il écrit, la Bibliothèque des États-Unis d'Europe. Vous voyez, il y a des gens comme ça, pour qui la politique, ça consiste à voir loin. Et c'est extraordinaire, Victor Hugo. Vous savez, il était archi-minoritaire, au Sénat en particulier. Mais il était là. Pour moi, l'Europe, c'est tellement important que je suis amoureux de l'Europe. Vraiment. Et pour moi, l'Europe, c'est quoi ? C'est la liberté d'entreprendre, l'esprit d'entreprise et la sécurité sociale. Dans le monde, au XXe siècle, on a vu beaucoup d'endroits où l'État a pris le pouvoir, y compris sur l'économie, avec les désastres que ça a produits. On a vu des endroits où il y avait l'ultralibéralisme, avec les conséquences que ça a produites. Le modèle européen, finalement, il n'y a pas tellement d'endroits où on défend, où on est susceptible de défendre
un modèle dans lequel on croit au marché. Moi, je crois beaucoup au marché. Parce qu'aucune bureaucratie ne pourra régler les milliards d'équations que le marché gère tous les jours. Donc, il est nécessaire. Mais il est myope. C'est ça le problème. Il ne voit pas loin. Et il faut de la puissance publique. Pourquoi il faut de la sécurité sociale? Parce que c'est extraordinaire, la sécurité sociale. Vous savez, les Français râlent tout le temps. Mais si vous trouvez un autre pays où on est remboursé comme on est remboursé en France quand on est malade ou quand on va à l'hôpital, dites-moi lequel. Ça n'existe pas. Donc, l'Europe, c'est la liberté de l'économie et c'est une forte valeur sociale. Et c'est les deux ensemble. Et comme on est dans un monde où ce qui compte aujourd'hui, c'est les continents, eh bien, il faut réagir au niveau des continents. Et ou bien le continent Europe pèsera en apportant une culture politique, une culture tout court, une civilisation, quelque chose de fort, ou alors, eh bien, on se démantibulera. Et d'autres continents prendront le leadership avec les valeurs qu'ils porteront. Donc je crois profondément en l'Europe et j'enrage de voir que c'est une rente politique que de taper contre l'Europe. Exactement comme en France, si vous êtes dans une commune, maintenant il y a l'intercommunalité partout. S'il y a quelque chose qui ne va pas, monsieur le maire, écoutez, c'est pas moi, c'est la communauté de communes, c'est la métropole. Non mais c'est fastoche. C'est pas nous, c'est l'Europe. Mais l'Europe, comme ça a été dit tout à l'heure par Jean Quatremer, l'Europe, c'est nous. Et Simon, vous avez 100 fois raison. Moi, je finis là-dessus, hein, parce qu'il faut m'arrêter. Mais, voyez-vous, on ne se rend pas compte du phénomène qu'on dit migratoire. J'ai un ami avec qui j'étais député, qui s'appelle Gérard Fuchs, il y a longtemps, qui avait écrit un livre qui s'appelait « Ils resteront », les immigrés. Parce qu'il y aura plus de migration dans l'avenir que dans le passé. Et la migration, c'est quelque chose qui a des aspects tragiques, mais des aspects positifs. C'est tellement magnifique que grâce à Erasmus, tous nos jeunes vont aller passer un semestre, une année dans un autre pays d'Europe. Vous vous rendez compte, c'est formidable. Moi, je trouve que c'est rien que ça, ça justifie l'Europe. Mais alors, on est là, nous, dans la France, mais les autres pays ont dit, vous savez, ceux qui ont le droit d'asile, on les prend. Alors, dans les conditions que vous savez, c'est-à-dire que Schengen, ça ne marche pas. Et que donc, il faut refaire Schengen. Qu'il faut des frontières. Tous nos chefs d'État disent qu'il faut des frontières sûres, reconnues. Et il faut des règles pour que ceux qui ont le droit d'asile, ils arrivent. Mais je crois que ça ne se pose pas exactement comme ça, même si c'est le confort des politiques de présenter ça comme ça. Je me réfère au journal Le Monde, où un jour, en première page, il y a Plantu qui a fait un dessin. Et on voyait un de ces bateaux qui sont la honte de l'Europe et de l'Afrique, des gens qui achètent des bateaux en sachant qu'une fois sur 3 ou 4, ils vont naufrager pour gagner de l'argent. Et les gens arrivent là avec toutes les économies de la famille et des familles au Tchad, au Mali, pour venir dans ces bateaux. Et alors, il y avait un agent, ça devait être un fonctionnaire, et puis des gens qui étaient là, des pauvres, des malheureux, dans ce bateau. Ils étaient très nombreux, ils allaient peut-être couler. Et il dit, les affamés, levez le doigt. Parce qu'il y a 2 catégories. Il y a ceux qui sont des demandeurs d'asile statutaires. Ils sont dans des endroits où on les torture, il y a la guerre. Bon, très bien, on va les prendre. Enfin, je dis très bien. Mais alors les autres, ils vont prendre le prochain bateau, le prochain rafio, en sens inverse, pour retourner en Libye. Vous voyez ça? C'est pas possible. Donc, il faut gérer une grande politique migratoire avec les pays d'Afrique en particulier. Et je finirai là-dessus, je m'occupe beaucoup des relations avec la Tunisie. Mes amis tunisiens, ils me disent, Jean-Pierre, l'Europe, elle est en train d'avoir un centre de gravité qui monte vers le nord-est. Il y a beaucoup moins qu'au temps de Delors, l'idée de l'Euro-Méditerranée. Or,
l'Euro-Méditerranée, c'est une des clés pour l'avenir. Bon, j'en dis pas plus, mais je le crois profondément. Alain Dumas. Je tiens d'abord à préciser que je n'ai pas de livre à vendre. Comme ça, c'est clair. Alors, pour la commission, certainement pas de Requiem et encore moins de Te Deum. Toute référence religieuse à part. À titre personnel, j'aurais préféré une nouvelle partition, la tarentelle par exemple, puisque je suis un fils d'immigrés des Pouilles. Et donc quand les choses vont pas bien, on se met à danser sur une musique un peu folle. C'est le côté un petit peu léger de l'Italie tel qu'on peut l'aimer. Alors clairement, la situation appelle à beaucoup de lucidité. C'est pour ça que je dis que le Te Deum serait totalement déplacé. Lucidité, pourquoi? On a fait 3 jours de constats qui sont souvent accablants. Et on ne peut que partager effectivement un certain nombre de points de vue. Le constat principal sur lequel je me suis exprimé hier, c'est qu'un grand pays, un très grand pays, nous quitte. Deuxième constat qu'on a peut-être moins évoqué, c'est qu'il y a au moins 3 pays qui nous posent au sein de l'Union européenne quelques problèmes de respect des grandes valeurs. On peut les citer, puisqu'il y a des procédures d'infraction, c'est la Pologne et la Hongrie, et la Roumanie qui est sous surveillance, notamment par rapport à un certain nombre de libertés de la presse et d'indépendance du système judiciaire. C'est quand même fâcheux. Je ne m'hasarderai pas en Inde, en Chine et aux États-Unis, puisqu'après tout, c'est une question de compétence. Et c'est là où j'en viens. Il y a certainement un grand malentendu au départ. Il y a un malentendu, sans doute. L'Union n'a pas tenu ses promesses, qui étaient, quand je suis rentré à la Commission européenne, de faire de l'Union européenne, je cite, l'économie la plus compétitive en 2010. Alors, où en sommes-nous, etc. Donc, je suis déjà un vieux monsieur. Moi, j'ai grandi dans la crise, à Marseille en particulier. La crise, c'est les années 70. Donc, est-ce qu'on peut parler d'une crise plus grave que dans les années 70? J'en sais rien. L'Europe est une histoire de crise en cascade, qu'on a pu transformer d'une manière ou d'une autre en pan en avant pour la construction européenne. On aurait pu s'en passer des crises, mais sans doute pas pour faire bouger l'Europe, puisque l'Europe, on l'a tous rappelé à maints égards, c'est en fait la superposition de 3 niveaux, à savoir le plus puissant étant le Conseil des ministres, donc les gouvernements, suivi de près par le Parlement, qui codécide dans beaucoup de domaines, et la Commission, qui est une instance finalement de proposition et de surveillance des traités. Donc on a vraiment le mauvais rôle. Et on le voit bien depuis 3 jours, puisqu'il y a des réquisitoires sévères contre la Commission européenne. J'assume, je suis un technocrate gris, comme on les aime à les définir. C'est mon métier. Alors, la deuxième partie, j'imagine, de la question sera que faire. Donc beaucoup de lucidité, à savoir pourquoi l'Union européenne n'aurait pas tenu ses compétences, tout simplement parce que le droit qui nous a été conféré par les chefs d'État et de gouvernement, finalement, est limité à 3 domaines, essentiellement. On l'a cité déjà avec la session précédente. Le domaine de la concurrence, le domaine commercial et, grosso modo, le domaine agricole, avec la politique agricole commune. Je rajouterai un gros bout de la politique commune de la pêche. Entre nous, il n'y a pas de quoi tomber amoureux. Pas de quoi tomber amoureux. Ce n'est pas du tout ce qu'attend un citoyen normal par rapport à ses préoccupations de tous les jours. Dans tous les autres domaines, notre compétence est faible. Elle est soit partagée ou inexistante. Il faut le savoir. Qui dit compétence, ce n'est pas uniquement une question de budget. Même si c'est très important, on ne parle finalement que de 1% du PIB européen pour le budget de l'Union européenne. 1%. Et c'est la guerre de tranchées, bon, passez-moi l'expression qui est évidemment déplacée, pour passer à 1,1. Alors, si avec 0,1% on arrive à régler tous les problèmes du monde, c'est que les problèmes ne sont pas si gros. Donc, quelque part, je dirais, à l'origine, le problème, c'était le point de départ. Ce n'était pas l'objectif. L'objectif, c'était la prospérité et la paix. Nous étions en 1950. Le problème était bien entendu le point de départ. C'était des siècles de guerre qui s'est terminé par l'apothéose de la Deuxième Guerre mondiale. Le carnage, la dictature les plus infâmes viennent d'Europe. Nous les avons inventés et nous les avons fait propager dans le monde.
Donc ça, c'est un constat qui est irréfutable. Le problème actuellement, je dirais, c'est le point de l'objectif. Même si le point de départ reste pas simple, il est beaucoup plus simple qu'en 1950. Le problème, c'est l'objectif. Le projet européen, clairement, a perdu de sa visibilité, de sa lisibilité. Où allons-nous? Quel est le sens maintenant de la construction européenne? Alors, c'est à la fois un problème d'information, sans doute, à constater de manière écrasante le manque d'information des citoyens, quasiment dans tous les pays européens, peut-être moins en Belgique, au Luxembourg, Benelux, parce qu'ils sont habitués à cette coopération internationale depuis leur création. Mais ce n'est pas que ça, c'est un problème de politique également. Je vous rappelle grosso modo la mission de l'Union européenne, telle qu'elle est devenue actuellement. D'abord, on l'avait mentionné, une économie sociale de marché. Ensuite, un espace de liberté au sens démocratique du terme. Enfin, donc ce n'est pas par ordre évidemment de priorité, c'est un espace de partage et de coopération. Qu'est-ce qu'on retient de tout ça? 2 mots, économie, marché. Comment voulez-vous qu'un citoyen normal, notre personne, quand nous sortons de notre costume, puisse se satisfaire de ces 2 mots-là, même si la situation en France est de loin, vous l'avez mentionné, extrêmement enviable par rapport à beaucoup d'économies, même européennes, sans parler évidemment des pays extra-européens. Comment voulez-vous qu'un citoyen puisse adhérer uniquement à un projet basé sur l'économie et le marché? Même si c'est partiellement faux, puisque nous faisons beaucoup dans le domaine social, mais nos compétences sont faibles. Et elles le resteront tant que les chefs d'État et nos gouvernements ne l'auront pas décidé. Donc, en 2 mots, l'Union européenne est un projet imparfait parce qu'il est incomplet. Il restera incomplet de 2 manières. Tant qu'on n'aura pas des compétences dans les domaines qui intéressent directement les citoyens, on a parlé du social, je peux rajouter le fiscal, où les États membres ont voté contre un élargissement de la compétence à majorité qualifiée qui plus est. Donc nous restons à notre place, à savoir faire des propositions qui seront systématiquement retoquées, puisqu'il faut l'unanimité dans la plupart des cas. Donc ça, c'est un vrai problème, bien sûr. Ensuite, c'est, je dirais, être en mesure de répondre aux nouveaux défis qui sont les nôtres, et qui sont des défis très anxiogènes. Les nouvelles propositions de budget de l'Union européenne à partir de 2021 s'articulent bien sûr toujours sur les mêmes pivots très forts de la politique agricole commune et de la politique de cohésion. Vous avez mentionné à juste titre que les inégalités sont loin de se résorber. Au contraire, dans certains cas, elles s'accroissent. Et pour la politique agricole commune, nous sortons, n'est-ce pas, il y a 1 semaine, du Salon de l'agriculture. Rappelez-vous la position française extrêmement dure lorsque la Commission a voulu simplement plafonner, voire réduire un peu le volet agricole au profit de nouvelles dépenses. Pas touche au budget agricole. Position française, entre autres, mais ce n'est pas la seule. Donc, dans ce cas-là, comment voulez-vous que, quand on a 40%, un peu moins maintenant, dédié à la politique agricole commune, toujours, et qui est fondamentale, de voir la situation de nos agriculteurs, particulièrement en France, qui est mauvaise, comment voulez-vous qu'on puisse faire un bond en avant pour être en mesure de répondre de manière efficace aux nouveaux défis, qui sont au nombre de 3-4, extrêmement anxiogènes de nouveau. La défense, c'est nouveau ça, hein, comme si on se préparait à une guerre. La sécurité, à la fois antiterroriste et protection de nos frontières, et le changement climatique. Franchement, pour côté avenir, c'est pas tout rose, hein. Mais on n'a toujours pas les compétences ni les moyens financiers pour le faire. Donc, effectivement, il y a un désamour, il y a un désintérêt, il y a des critiques virulentes qui se créent par rapport à l'Europe. Et donc, oui, l'Europe est confrontée à beaucoup de vrais problèmes fondamentaux, mais maintenant, la question, c'est celui du sursaut. Et je m'arrêterai là pour peut-être la deuxième partie. Merci. Alors, vraiment, très vite. Oui, enfin, si assez vite quand même. S'il y a deux sujets, de stratégies, de domaines sur lesquels, selon vous, il est prioritaire de faire quelque chose, c'est lesquels et quoi? Si vous deviez faire un choix de priorité, de réaction de la part de l'Union pour
redevenir un projet positif et ressenti comme tel, quels seraient ces domaines et quelle serait la nature, de manière très générale bien sûr, de l'action que vous pensez nécessaire à mener. Bertrand. On est le prince-président. C'est-à-dire qu'on a tous les pouvoirs ou il faut que nos propositions soient un peu crédibles. La première proposition, ça peut être de modifier l'équilibre des pouvoirs. Justement, moi, à mon avis, il y a deux dimensions parallèles. Il y a une dimension, à mon avis, très importante, c'est celle de la compétence. Enfin, vous l'avez dit très justement. En fait, l'Union européenne, finalement, est aussi fort, soit qu'on veuille bien le décrire, finalement très faible en termes de budget, en termes de compétences, en termes de puissance publique en réalité. Et ce qui est marrant, c'est aussi de faire le parallèle avec les États-nations. Est-ce que vous savez à quel moment il y a eu une unification du SMIC en France ? 1968. C'est tard par rapport à le SMIC. Enfin, les salaires minimums datent de la fin du 19e. Et en fait, il a fallu attendre tout ce temps avec justement des pratiques de commerce, enfin de concurrence déloyale autour de ces asymétries de salaire minimum, où par exemple, on creusait donc, dans le bassin minier en Haute-Loire, on creusait les puits en Ardèche pour passer dessous au salaire minimum de l'Ardèche, qui était moins élevé que celui de la Haute-Loire, et puis d'aller chercher le charbon en Haute-Loire. Et finalement, on s'est rendu compte qu'il fallait une forme d'harmonisation, une montée en compétence de l'État qui harmonise par le haut les salaires minimums. Ça pour dire qu'en fait, l'État-nation lui-même, en fait, qui est le modèle idéal en fait, d'un régime politique à peu près démocratique, dans lequel on peut à peu près agir de manière démocratique, c'est plusieurs centaines d'années en fait, de déploiement et d'augmentation de la compétence. Donc de ce point de vue-là, l'Union européenne ayant à peine plus de 60 ans, ouais c'est ça, 70 ans, pardon, elle n'est pas finalement tellement en retard sur le développement d'une puissance politique en capacité d'harmoniser, etc. C'est pareil si on pense par exemple à une forme d'uniformisation culturelle, d'uniformisation linguistique de la France, c'est arrivé extrêmement tard, de l'Italie encore plus. Et cette absence de compétence, elle est grave. Une manière, à mon avis, c'est évidemment l'augmentation du budget. Et ça, il y a de plus en plus de gens qui le disent. Dans le projet de Piketty, par exemple, ça parle d'augmentation du budget. La plupart, en fait, des conseils sur qu'est-ce qu'il faudrait faire, c'est augmenter le budget pour avoir une politique commune qui soit visible, efficace et qui permette de faire face à des défis. Autour du réchauffement climatique, encore une fois, il y a vraiment clairement quelque chose à faire. On voit d'ailleurs du côté des États-Unis, il y a toute une réflexion qui se porte sur le Green New Deal. Ce serait typiquement quelque chose qui pourrait à la fois permettre de résoudre les problèmes, être visible auprès des citoyens et être efficace pour le futur autour d'une augmentation budgétaire assez nette et d'investissement de long terme. Deuxième point, à mon avis, il y a quand même un enjeu démocratique. Quel est l'enjeu démocratique de l'Union européenne ? C'est qu'on ne sait pas qui gouverne et qu'il n'y a jamais d'alternance. Il n'y a jamais d'alternance au sein de l'Union européenne. C'est un vrai problème. C'est une seule coalition faite du PPE, du PSE et des libéraux qui gouverne depuis le début de l'Union européenne sans qu'en réalité le pouvoir change de main. Et cette coalition, comme elle est extrêmement large, elle permet toujours de trouver un accord, une forme de compromis. Ça a l'avantage du compromis, ça a le très très grand inconvénient de l'absence de clarté. Alors, l'opposé, c'est la France. Où la France, là pour le coup, c'est des alternances totales. On donne tous les pouvoirs à un camp, et puis le coup d'après, 5 ans après, on donne tous les pouvoirs à l'autre camp. Je pense vraiment qu'il y a quelque chose à réfléchir au niveau de l'Union européenne pour trouver une forme de stabilité. Réduire la taille des coalitions, faire en sorte que les commissaires européens représentent clairement les partis membres de la coalition au sein du Parlement européen. Ce serait un changement par rapport à la situation actuelle. Désolé de faire encore de la pub, on détaille un peu là-dedans comment on pourrait faire. Pour faire en sorte que les commissaires, par exemple, pour l'instant, c'est les États qui les nomment. Ils ne représentent pas vraiment quelle est la coalition de partis qui doit gouverner l'Union européenne. Et donc, ils défendent en partie les intérêts des États. Alors qu'il faudrait que la Commission européenne soit uniquement dépendante du rapport de force politique au sein du Parlement européen. Comme ça, il serait possible d'avoir des alternances. Parce qu'hélas, les élections prochaines de 2019, comme les élections précédentes de 2014, comme les élections précédentes de 2009, n'entraînent pas d'alternance. Ce qui, du coup, franchement, rend le simple fait de voter, même, on se demande des fois à quoi ça sert, puisque le centre, le cœur du pouvoir ne bouge pas d'un iota à l'issue des élections européennes. Jean-Pierre Sueur. Oui, je suis d'accord avec la première partie de ce que dit Simon. Mais tout le problème, c'est de savoir si on a du coffre ou si on n'en a pas. Parce qu'on peut aller devant les électeurs en disant « bah oui, ça va pas, c'est dur, on va rien changer, on a un petit budget, on n'arrivera jamais ». Dans ce cas-là, ça suscite le désintérêt, vous comprenez ? Il nous manque des gens qui y croient.
Et moi, je crois qu'en effet, l'Europe, elle a marqué beaucoup de points. Mais je voudrais une Europe fiscale. Je voudrais une Europe sociale. Je voudrais une Europe du droit du travail. Cela ne pourra arriver que si on sort des votes à l'unanimité, mais qu'il y a des votes à la majorité. Bon, pour ça, il faut changer l'existant. Mais la politique n'a d'intérêt que si vous voulez changer l'existant. Ou alors, si vous êtes conservateur, vous voulez que ça reste comme c'est pas tellement la peine de se donner du mal de faire de la politique. Donc, il faut retrouver une combativité par rapport à l'Europe du futur. Elle ne sera pas comme elle est aujourd'hui. Il faut la préparer. Il faut la faire vivre. M. Badi a dit que tous les présidents de la République étaient impopulaires depuis 1990. Il est très généreux. Parce que vous savez, François Mitterrand, il était très populaire en 1981. Ils étaient impopulaires. C'est lui, c'est toi qui l'as dit. Excusez-moi. Non, mais impopulaire. Mitterrand, il était très populaire en 81 et déjà très impopulaire en 83. Et puis en 93, je ne vous dis pas. Donc il y a cette chose étrange, c'est que les gens n'aiment pas les politiques. Mais en même temps, François Mitterrand, un jour, il me faisait ses confidences, m'a dit « J'ai toujours entendu ça. À la fois, on n'aime pas la politique, mais finalement, on l'aime. On l'adore. En France, les gens, ils regardent. Par exemple, il y a une émission à la télé où il y a une commission d'enquête qui est passée pendant 50 heures. Ben, je peux vous dire que le nombre de gens qui ont regardé ça, je ne sais pas pourquoi d'ailleurs, mais les gens, ils ont une sorte d'appétence. Ce qu'il faut, c'est qu'ils aient cette appétence pour l'Europe. Alors maintenant, je termine en disant que je ne crois pas que la question de la majorité va changer. Parce qu'en effet, on est forcément dans le compromis. Mais remarquez bien qu'en France, là, donc, alors la France, il paraît qu'il y a un clivage. D'un côté, il y a la gauche, de l'autre côté, il y a la droite. Et il y a des alternances entre la gauche. Mais là, tout d'un coup, on a quelqu'un qui est et de gauche et de droite. Ah, c'est un problème. Enfin, je ne sais pas ce que vous en pensez. On peut penser qu'il est plutôt de droite, ou d'autres pensent qu'il est de gauche et de droite. Moi, je ne sais pas. Moi, j'ai parlé avec lui, bien sûr, au départ. Mais là, peut-être qu'il dit, il y a deux partis. Il y a ceux qui sont avec moi, c'est les Européens, puis il y a tous les autres, c'est des anti-européens, enfin, à part quelques exceptions quand même. Alors, d'une certaine façon, il a raison. Moi, je serais navré qu'on envoie au Parlement européen une grande majorité d'anti-européens. Il y a plusieurs catégories d'anti-européens. Mais franchement, si la France est représentée majoritairement par des anti-européens, je trouve que ce n'est pas très malin. Mais j'ajoute un post-scriptum à destination de Monsieur le Président de la République. Oui, je profite d'être venu à Grenoble. Il faut aussi qu'il y ait du jeu politique. C'est-à-dire que je ne crois pas qu'il n'y aurait qu'une seule position des Européens. Il y a davantage d'inflexion, de tendance, de conception sur l'Europe qu'une seule. Donc il ne faut pas simplifier le débat si on veut que les gens s'intéressent à un vrai débat sur l'Europe. Alain Dumort, vous avez déjà en partie répondu. Je vous laisse le dernier mot, Bertrand. Pardon ? Je vous laisserai le dernier mot, Bertrand. Ah bon ? Oh, le dernier mot. Le dernier mot avant le... Pour nous, l'avenir passe déjà par l'écoute du présent. Et l'écoute du présent, c'est tout un cycle de dialogues qui sont devenus par la suite consultations citoyennes avec le gouvernement Macron, mais les 28 aussi, sur les questions européennes. Il ressort en fait clairement les mêmes messages finalement que ce qui se passe actuellement en France. Plus de social, plus d'équité, notamment dans le domaine fiscal, plus d'écologie, au sens étymologique du terme, et plus de transparence. Donc ce sont ces thèmes-là qui ressortent. Donc ne cherchons pas à inventer quelque chose qui de toute façon ne passera pas parce qu'on n'en a pas le mandat. Écoutons cela et voyons par rapport à ce qui se fait déjà. Et il y a effectivement énormément de choses en chantier, peut-être trop, ce qui contribue à ce manque de lisibilité. Déjà, pour rester tout à fait pragmatique et dans mon rôle, achevons l'union économique et monétaire. L'euro fonctionne tant bien que mal, mais il nous manque quand même deux trépieds. C'est une meilleure politique économique convergente et une politique fiscale. Ça ne fonctionne pas. Tous les 6 mois, nous faisons des rapports. C'est bien, et avec un certain nombre de recommandations, etc., en disant attention, il y en a qui s'écartent, pas uniquement par rapport aux critères, aux fameux critères de Maastricht, mais de manière générale.
Non, ce n'est pas à nous de le faire, bien entendu, c'est aux États membres de prendre leurs responsabilités et de le faire par rapport à ça. Par rapport à l'euro, par exemple, clairement, il faut un mécanisme de surveillance des banques également, qui n'existait pas. C'est hélas la grande crise financière de 2008, qui, comme je vous le rappelle, est peut-être partie des États-Unis, mais en Europe, on n'était vraiment pas mieux lotis, puisque notre structure bancaire était extrêmement fragile, au point d'exploser. Et donc, y compris la Banque centrale européenne, qui n'était pas réputée pour ses ambitions keynésiennes à l'époque, avait décidé, non pas de racheter les dettes, non, il ne faut pas exagérer, mais en tout cas de faire tourner la planche à billets pour effectivement sauver le système financier, puisque, comme disait un de nos mercantiles économistes, la monnaie, c'est le sang de l'économie. S'il n'y a plus de monnaie, on meurt. Et donc, il fallait absolument assurer la fluidité des mécanismes financiers. Tout ça n'existait pas. Donc, il faut compléter ceci. Il faut obliger les banques à avoir des ratios de capital propre beaucoup plus élevés qu'ils ne le sont maintenant, de manière à ce que les banques soient plus sûres. Nous avons réussi quand même, et ça se sait peu aussi, un tour de force qui était d'obliger les banques à garantir pour chaque citoyen jusqu'à 100 000 € de dépôt. Si une banque faisait faillite, c'est l'État qui devait subvenir et vous payez-vous vos 100 000 €. Mais ce n'était pas le cas. On n'y pense pas à ça. Mais les Chypriotes et les Grecs, ils y ont pensé. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ces files interminables à Chypre notamment, ou en Islande il n'y a pas si longtemps. Ce sont des scénarios catastrophes, mais qui sont des scénarios bien réels. Donc tout ça peut paraître très technique et effectivement un peu bureaucratique, mais tellement essentiel. Donc il faut absolument achever cela. On ne le peut pas pour l'instant pour des raisons effectivement à la fois de compétences et de gouvernance, donc la fameuse majorité qualifiée versus unanimité, qui fait que le principe d'unanimité bloque, ou en tout cas ralentit considérablement les décisions. Donc il faudrait bien sûr accélérer le processus décisionnel, qui est très lent, forcément, et qui est souvent bloquant parce qu'à l'unanimité, et qu'un compromis à 28 c'est possible, mais l'unanimité à 28 c'est beaucoup plus difficile compte tenu des positions des uns et des autres qui ne vont pas évidemment s'arranger au fur et à mesure des élargissements. Donc ça c'est un point. L'autre point que vous avez effectivement mentionné, qui est la transition écologique ou la transition énergétique pour être beaucoup plus concret. Beaucoup d'objectifs, vous le mentionnez. On en était très fiers. Moi j'ai participé personnellement à la COP 21, je crois, à Copenhague, en 2008. 21, c'est Paris. Non, c'était celle de Copenhague, je ne sais plus. Vous voyez, on oublie même les numéros. Oui, c'est la 15. C'était la 15 à Copenhague, où effectivement l'Union européenne était effectivement très en avance par rapport aux États-Unis, la Chine, etc. On parlait à l'époque du protocole de Kyoto. Vous voyez, ça ne nous rajeunit pas, que personne ne respectait au demeurant parce qu'il n'était pas contraignant. Donc ça ne mange pas de pain de signer au bas de la page. Après, de toute façon, on ne fait pas grand-chose. Là, c'est différent. C'était des accords contraignants. Et l'Union européenne était en tête. Depuis, ça s'est effectivement dégradé. Une fois de plus, je répète ce que j'avais dit, l'Union n'a pas tenu sa promesse. État membre par État membre. Donc, à chacun sa responsabilité. Donc, renforcement des compétences dans le domaine social, renforcement des compétences et des ambitions dans le domaine fiscal. On met le paquet sur la transition énergétique. Il suffit de voir encore dans les rues. Il y a une marche du climat. Tous les vendredis, nos enfants sont en grève. C'est quand même un signal. Je veux dire, au début, c'était, on se disait, bon, c'est bien, rentre à la maison. Non, non, parce qu'on parle d'avenir, c'est eux. Donc nous sommes, nous, particulièrement à l'écoute. Alors ça peut paraître curieux de la part d'un fonctionnaire européen, qu'on considère un peu autiste, comme la réputation le veut, mais pas du tout. Donc on est extrêmement vigilant avec ça, et en lançant aussi à notre tour des alertes, en disant, attention, on sort des clous, pas par rapport à des critères qu'on s'est fixés en tant que tels, non, parce qu'il y a une vraie demande sociale, et que si on ne l'écoute pas assez, ça ne peut que se dégrader au niveau des relations entre le citoyen et le politique. Et je vous rappelle que nous, depuis 30 ans, 2 fois par an, nous faisons des sondages au niveau de l'Europe. Ça s'appelle des eurobaromètres, vous trouvez ça très facilement sur nos sites, qui disent depuis 30 ans que le niveau de confiance des citoyens vis-à-vis des institutions baisse. Et le pire, c'est le niveau national.
Le meilleur étant le niveau local. Donc les maires, les députés s'en sortent plutôt bien. Ce qui s'en sortent le plus mal, ce sont le gouvernement. Les institutions européennes sont un peu mieux. Il n'y a pas de quoi être très content et ni fier, mais c'est la réalité des choses. Donc, il y a des signaux à plusieurs niveaux. Donc, l'Union européenne, une fois de plus, ce n'est pas la Commission européenne, ce n'est pas non plus le Parlement européen, c'est aussi le Conseil des ministres et le Conseil européen des chefs d'État et de gouvernement. Donc, c'est à ce niveau-là, effectivement, que les influences, les groupes de pression, dont nous faisons nous-mêmes partie, bien entendu, puisqu'on essaye de convaincre les uns et les autres, c'est notre rôle, un rôle de compromis, pour trouver des solutions acceptables par tous. Et qui dit compromis, notamment en France, parce que ce n'est pas peut-être dans nos gènes, culture du compromis, qu'on peut l'être en Belgique ou aux Pays-Bas, ça va de soi. Ici, un compromis, c'est peut-être la perception de perdre quelque chose par rapport à notre demande initiale. C'est justement la définition d'un compromis, c'est de faire des concessions, non pas évidemment des récessions, mais des concessions pour qu'ensemble, on aille plus loin. Et un rappel évidemment au principe de solidarité. La situation sur la migration est totalement choquante. Elle est choquante. Déni de responsabilité. La migration n'est plus une crise en tant que telle, c'est une crise de l'accueil, compte tenu des flux, qui restent encore beaucoup trop nombreux, certes, mais qui ne sont plus du tout comparables par rapport à ce qu'on avait vécu en 2015-2016. Le problème, c'est est-ce qu'on va être capable de répartir la charge de l'accueil des migrants qui sont déjà là, ou les quelques qui vont venir, entre les pays. La migration, ce n'est pas le problème ni de l'Espagne, ni de l'Italie, et encore moins de la Grèce. Ils rentrent là parce que c'est la porte d'entrée. Et donc, quelque part, il faut absolument arriver à une réforme, le fameux code de Dublin, qui dit que simplement le premier pays d'accueil sera celui qui doit se taper tout le processus d'enregistrement, voire d'intégration. Évidemment, ça peut marcher sur quelques dizaines, centaines, mais sur quelques milliers, c'est plus possible. Donc le déni de solidarité est un vrai problème pour l'Europe et il faut le réaffirmer. Merci. Bertrand Badi, avant de laisser la parole à la salle. Si vous permettez, enfin je souscris à bien des choses qui ont été dites, mais si vous permettez, je vais être beaucoup plus radical et audacieux. C'est le privilège des professeurs tournesol, donc laissez-moi peut-être exprimer cela. C'est-à-dire que le président de la République, quand il a dit « il faut refonder l'Europe », moi je trouvais que le verbe était intéressant, refonder. Refonder, ça veut dire quoi? C'est-à-dire définir de nouveaux fondements. Dans notre histoire européenne antérieure à l'Union, qu'est-ce qui nous a permis de progresser? Qu'est-ce qui nous a permis de construire? La production d'utopie, c'est-à-dire la production de nouveaux modèles, de nouvelles visions. Et c'est ça qui manque. C'est ça qui manque. C'est-à-dire, effectivement, vous parliez d'un conservatisme tout à l'heure et vous aviez tout à fait raison. Je pense que les éléments de crise que l'on a décrits renvoient au fait que l'Europe doit changer de logiciel. Elle a eu un logiciel qui a été très performant pendant 15, 20 ans, en gros de 57 aux années 70, qui était le logiciel associatif, c'est-à-dire des États, nations qui additionnaient leurs ressources et leurs moyens pour obtenir un certain résultat. Et les résultats, les défis à l'époque, c'était quoi? C'était éviter une troisième guerre intra-européenne et reconstruire des économies qui étaient exsangues. Dans cette perspective, et vu ce qu'étaient les défis d'alors, et compte tenu du fait que notre contexte général était celui de la guerre froide, le logiciel associatif a fonctionné à plein. Ça a été un très grand succès. On a rétabli une paix durable en Europe et on a effectivement, à travers les 30 Glorieuses, procédé à cette reconstruction. Ce logiciel, aujourd'hui, n'est plus du tout en prise avec les données de notre monde moderne. Et ça, on ne veut pas le voir, peut-être pour les raisons que j'exposais tout à l'heure. Je disais que j'étais durkheimien, continuons sur la lancée de Durkheim. Durkheim nous dit, dans certains contextes, l'association apporte des résultats, dans d'autres, on a besoin de la solidarité. C'est-à-dire, effectivement, de modifier en profondeur notre culture, notre façon de voir le monde et les grands enjeux, et donc les politiques publiques qui se trouvent associées au traitement de ces grandes questions.
Aujourd'hui, le traitement solidariste, c'est quoi? C'est d'abord rencontrer des enjeux qui, cette fois-ci, appellent à la solidarité, alors que ceux que je décrivais il y a un instant, pour le temps passé, ne correspondaient pas à la solidarité. La priorité aujourd'hui, ce n'est pas d'éviter une troisième guerre en Europe. La priorité, ce n'est pas la reconstruction. La priorité, c'est l'intégration sociale. La priorité, c'est faire face à l'intégration économique et aux besoins d'intégration économique. Reconstruction économique et intégration économique, ça ne veut pas dire la même chose. Reconstruction et intégration sociale, ça ne veut pas dire la même chose non plus. Et puis, d'autre part, le logiciel solidariste fait écho à ce qui est l'essence même de la mondialisation qu'on ne veut surtout pas voir, qui est l'interdépendance. On est passé entre 1957 et aujourd'hui d'un modèle souverainiste à un modèle réellement interdépendant. Mais alors, quel mot grossier, quelle injure, quelle insulte que de parler d'interdépendance alors que la souveraineté reste la clé de voûte obligée de toute rhétorique politique. Et pourtant, pourquoi avons-nous échoué? Et non seulement échoué, mais scandaleusement échoué dans le traitement du cas grec. C'est parce que certains pays européens se sont enrichis sur le traitement de la crise grecque, ce qui est quand même absolument inadmissible. Alors qu'au contraire, il faut parvenir à une nouvelle grammaire, considérant que la crise grecque, c'était la crise de l'Europe, et impliquer un traitement solidariste de cette crise grecque. Et on pourrait ainsi multiplier les exemples. Vous parliez de la migration, mais arrêtons d'ergoter sur la migration. La migration, c'est l'avenir du monde. La migration, c'est l'une des caractéristiques nécessairement dominantes de ce que va être notre XXe siècle. Et d'ailleurs, 21e siècle, vous avez raison, c'est pour voir si vous suiviez. Bon. Et donc, il s'agit bien sûr, du XXIe siècle. Ça veut dire quelque chose d'extraordinairement important, c'est qu'on peut envoyer au fond de la Méditerranée 50 000 personnes, on peut renforcer Frontex, on peut développer des politiques répressives, on peut dépenser 13 milliards d'euros comme on l'a fait au niveau européen depuis 2000 pour une politique répressive contre la migration. Mais quel est le résultat? Celle-ci continue sa courbe sagement et modérément ascendante, mais sa courbe ascendante, c'est-à-dire qu'il y a dans le Sahel, il y a en Mésopotamie des gens qui préfèrent, et vous avez tout à fait raison de dire qu'il n'y a pas de bonne mort et de mauvaise mort, et que mourir de faim est tout aussi tragique que de mourir sous les bombes, et il n'y a pas de modification des comportements. Pourquoi? Parce que ceux qui sont dans les lieux déshérités, désormais, voient les riches. Autrefois, le pauvre ne voyait pas les riches. Il y a 50 ans, un pauvre devinait à peine l'existence des riches. Maintenant, il le voit. Et donc, il a un imaginaire qui n'est plus un imaginaire local ni national, mais un imaginaire mondial. Et cet imaginaire mondial, elle ne nous pousse pas à la solidarité, elle crée de facto une logique solidariste. C'est-à-dire que de plus en plus, il y a une unification dans les façons de voir, de penser, de s'exprimer, et que tout ceci, eh bien, doit être traité comme un paramètre nouveau, banalement nouveau, du jeu mondial. Et je suis sidéré, révolté, scandalisé que l'Europe étudie tout un tas de scénarios pour réprimer, contenir les migrations, etc., mais ne lance même pas un groupe de travail pour imaginer ce que pourrait être un monde qui accepterait la migration comme un paramètre positif. Alors que je peux vous aligner aux Nations Unies, dans le département de la population des Nations Unies, quantité d'experts tout à fait remarquables qui travaillent uniquement sur ce projet. Donc, il faut que, effectivement, nous sachions remplacer notre logiciel associatif, qui est celui de grand-papa, par un logiciel solidariste. La solidarité n'a rien à voir avec l'éthique, n'a rien à voir encore moins avec la charité. C'est tout simplement un réflexe positif, c'est-à-dire, voilà, le monde c'est comme ça. Ça plaît pas, mais c'est ainsi qu'il tourne et qu'il fonctionne. Donc il faut gérer cette solidarité qui s'est banalement infiltrée dans tous les canaux qui caractérisent et structurent notre espace mondial aujourd'hui. Alors évidemment, il y a un côté
doublement utopiste dans ce que je viens de dire. Une utopie bonne et positive, qui est celle, effectivement, de savoir penser ce que sera demain. Une utopie pratique, et c'est ça qui me fait peur, c'est que tant que le logiciel, parce que c'en est un aussi néo-nationaliste, s'emparera des mondes européens, tout ceci ne peut même pas être dit. Voilà. Alors, que faire? Eh bien, virons les néo-nationalistes d'abord. Virons-les, parce que... Oui, mais c'est le poison. C'est le poison. Et de ce point de vue-là, le président de la République, avec lequel je suis d'accord à peu près sur rien, a tout à fait raison de considérer que c'est une lèpre pour l'Europe. Eh bien, donc, c'est ni Te Deum ni Requiem, mais c'est quand même sacrément le blues, hein, dans ce que vous avez dit. Du blues, comme musique. C'est pas un Te Deum, c'est pas un Requiem, mais c'est quand même un bon blues, la musique sur l'Europe que vous avez... tous les quatre, pas vous spécifiquement, Bertrand Badi. Bien, alors... Yves Chemeille. Oui, bon, j'ai l'impression que vous avez tous pris le titre « L'avenir de l'Europe comme l'avenir de l'Union européenne », en fait. Et effectivement, de ce point de vue-là, tout ce que vous avez dit est parfaitement exact. Mais l'Europe, dans le monde, ça n'est pas seulement les institutions de l'Union européenne, c'est beaucoup d'autres choses. Et ça reste encore extrêmement central, par exemple, pour tout ce qui est académique, d'enseignement supérieur, la recherche, la philosophie politique. On discute partout dans tous les programmes de philosophie politique dans le monde, sont des programmes qui tournent sur les débats européens, anciens ou actuels. Le European Research Council a structuré énormément, qui dépend de l'Union européenne, a structuré énormément de recherches collectives faites dans plusieurs pays. Et puis, si on prend l'Union européenne telle qu'elle, et pas simplement l'Europe avec un grand E, ce qui est clair quand même, c'est qu'il n'y a aucun endroit dans le monde qui n'a réussi à faire la même chose. L'ASEAN n'a pas réussi, et pourtant, plein de gens qui sont en Asie regardent l'Union européenne comme un modèle, l'auscultent sous tous les angles, essayent de voir comment ils auraient pu se rapprocher de ce qui était la phase d'avant, quand il n'y a pas ces discussions que nous avons aujourd'hui, et c'est ce blues actuel. Ils n'y sont pas arrivés, ils ne sont pas sur la voie d'y arriver. Le Mercosur, c'est un effondrement ou une stagnation. L'Union africaine, on attend de voir ce que ça va donner. Enfin bref, si on fait le tour du monde. Et je trouve aussi que c'est assez injuste de penser que les États-Unis d'Amérique sont, eux, le modèle que nous devrions avoir, que nous n'avons pas réussi à atteindre, parce qu'en réalité, ça ne va pas si bien que ça. Le système fédéral américain est un système qui ne fonctionne pas très bien. Si on demandait aux Américains d'avoir des réactions du type des questions Eurobaromètre qu'on leur pose sur la satisfaction, etc., on aurait certainement pas mal de surprises. Peut-être que Simon, tu connais des équivalents de nos questions posées en Europe. Et donc je trouve que quand on regarde dans la longue durée, finalement, premièrement, les valeurs européennes et tout ce qui fait le débat intellectuel, ça reste central dans le monde. Et plein de gens ont envie de faire quelque chose qui ressemble à ça, ou créer des institutions qui permettent de s'aligner là-dessus, ou de les transformer, ou de se les approprier, de les nourrir avec quelque chose qui vient d'une histoire longue, locale, asiatique, africaine, arabe, etc. Donc ça va pas si mal, ouais, je trouve. Halte au feu, halte au feu. D'accord. Donc c'était pas du tout une question, en fait. J'ai juste oublié de dire que la solution, à mon avis, ce serait le brassage. C'est-à-dire, plus on brasse, et si on brassait les listes électorales européennes, ce serait pas mal non plus. Je voudrais juste faire un commentaire. On ne peut pas, en Europe, construire quelque chose qui ressemble à cette construction issue d'une insurrection révolutionnaire contre un État souverain que sont les États-Unis sur un territoire neuf. C'est impossible de prendre le même chemin. Ça n'a strictement rien à voir en termes de structuration d'un projet politique. Non, je voulais dire simplement, par rapport à ce que vous avez dit, les listes transnationales sont un rêve. Liste qui serait une liste où il y aurait sur la même liste des représentants de différents pays, même de tous les pays. Simplement, moi, j'ai peur que ça ne marche pas très bien, que ce soit difficile à mettre en œuvre, et je ne sais pas si ça rapprocherait l'Europe des citoyens. Mais d'un autre côté, vous avez tout à fait raison. L'Europe, finalement, elle a inventé la démocratie. Et ça, c'est très fort. Et c'est pourquoi, moi, j'enrage de voir le culte actuel du référendum. Comme ça a été dit à la table ronde précédente, le référendum n'a pas été propice à la cause européenne. Et croire qu'on va tout régler par des oui ou des non et du binaire est une totale absurdité. C'est pourquoi une des causes par rapport à l'Europe, c'est rendre le Parlement européen plus lisible, plus visible, qu'on comprenne ce qui s'y passe,
ce qui est très difficile, vu que, comme ça a été aussi déjà dit, il faut parler en 1 minute, ce qui est terrible pour des Français, et même pour beaucoup. Il faut parler en 1 minute, quelquefois 2 minutes, et c'est vrai que je tire mon chapeau aux journalistes qui ont le courage de médiatiser le débat européen. Et pourtant, il faudra y arriver. Bertrand Badi, et après, on a 2 questions sur la droite. Très, très brièvement, pas répondre, mais faire écho à ce que Yves a dit. Le problème n'est pas le problème de la culture européenne, de son ancienneté, de sa richesse, sa profondeur, de son influence, de sa diffusion par le monde. Là, je crois que tout le monde est d'accord. Ce qui nous réunit à cette table ronde, c'est un questionnement en termes de politique publique. C'est-à-dire, compte tenu de ce que sont ces histoires, quelle politique l'Union européenne peut produire pour effectivement exister dans l'espace mondial. Et là, de ce point de vue-là, Voltaire et même Victor Hugo, c'est très bien. Moi, je les adore, je les lis dès que je peux et en tous les cas chaque jour. Oui, je peux vous les réciter même si vous voulez. Mais enfin, je crois qu'on n'a pas tellement de temps. Mais d'accord, mais c'est pas cela qui nous sortira des problèmes qui ont été énumérés ce soir. C'est pour ça que je pense que ça va mal. Monsieur. Bonjour. Même si vous l'avez déjà dit plusieurs fois, j'aimerais insister sur le fait que lorsque on dit l'Europe, c'est-à-dire l'Union européenne, ce sont surtout les États membres. Donc les États membres. Mais enfin, je ne vais pas rentrer dans les détails. Vous l'avez déjà dit plusieurs fois et j'aimerais que ce soit clair. À part ça, je rallie ce que M. Badi a dit sur le logiciel. Et j'ai une proposition à faire. À mon avis, l'Union européenne est née pour contenir d'abord l'Allemagne, dont c'est la traduction géopolitique de faire la paix, c'est-à-dire contenir l'Allemagne, et pour contenir l'Union soviétique. Et là, ce sont surtout les États-Unis qui ont promis cette containment. Bon, j'ai une proposition, je ne sais pas ce que vous en pensez. Maintenant, pourquoi pas rallier, avoir un renouveau positif pour l'Europe, avec un objectif, c'est de contenir la Chine. Parce que ça, c'est grave. Ça va, et la Chine est très, très ambitieuse. Elle a des visées vraiment, on dit non, la Chine a une autre façon de faire. Je n'y crois pas. Et voilà, je ne sais pas ce que vous en pensez. Bien sûr, peut-être vous... Non. Contenir, moi je refuse l'amendement. On n'est plus dans un monde de containment. On est dans un monde d'interdépendance. Il faut savoir gérer le partenariat avec la Chine. Et ça, ce n'est pas pensé, ce n'est pas conçu. Et effectivement, c'est une faiblesse. Mais il ne s'agit pas... Le président de la République, comme j'ai dit du bien de lui il y a un instant, je voudrais dire quand même autre chose. En Afrique, la semaine dernière, a expliqué que la présence de la France en Afrique était pour, justement, contenir la Chine. Enfin, ça, c'était vrai du temps de Fachoda, sauf que ce n'était pas la Chine, mais la Grande-Bretagne. Nous ne sommes plus dans un monde de compétition de puissance. Nous ne sommes plus dans un monde de compétition de puissance. On est dans un monde d'interaction et d'interdépendance de puissance, mais on n'est pas dans un monde d'affrontement de puissance. Il faut changer la vision que l'on a de l'espace mondial. Chassons la géopolitique, que diable. Question. Dur de passer après ça, mais pour une fois, je vais enlever ma casquette de spécialiste des questions polaires pour parler avec le cœur, juste en tant que citoyen. Moi, le mot qui pourrait caractériser les interventions que vous avez faites, je pars dans la globalité. Aujourd'hui, c'est le mot glauque, en tout cas, c'est ça que ça m'appelle. Mis à part l'intervention du sénateur Sueur, que j'ai eu la chance de connaître au Sénat, avec toujours cette verve et cette puissance, on va dire, vers le futur, finalement, on a été dans quelque chose de grim, quelque chose de glauque. Et la question que je vais vous poser aujourd'hui, c'est quand on voit que des têtes de liste de partis majeurs ont 23 ans pour l'extrême droite, 32 ans, 33 ans, je ne sais plus, pour les Républicains, moi-même j'en ai 30. Quel discours on peut développer aujourd'hui pour parler à nous?
C'est-à-dire que si vous n'avez pas de souffle, pour reprendre votre expression, si vous n'avez pas de portée, ça ne peut pas marcher. Alors, quand je suis en Chine ou quand j'ai mes étudiants chinois qui me disent « nous, on voit les choses à l'horizon 2049 ». Et quel que soit le projet, la dimension, la dynamique, quel que soit, c'est toujours 2049, 2049, 2049. Nous, on a quoi comme débat ? Nous, on a quoi comme timeline ? Tous les jeunes qui partent en Erasmus partout en Europe et même dans le monde, quelle timeline on leur donne le projet ? C'est pour quelle année ? C'est pour quelle échéance ? Un projet, il faut y croire et il faut arrêter de gémir avec l'Europe. Voilà. Moi, je veux dire simplement cela parce que je dois aller prendre mon train, mais il faut arrêter de gémir. On est un peu blasé de la politique en France. Il nous manque, vous savez, il y a, comment il s'appelle, Paul Valéry, il a écrit sur le palais de Chaillot, « Amis, n'entre pas sans désir ». Il faut le désir d'un autre monde. Et il faut que l'Europe soit, voilà, un vecteur d'un autre monde. Et je crois que c'est possible. Bon, moi, pour ce qui est du parti auquel j'appartiens, comme je suis ici, je n'ai pas pu participer à la désignation de quelqu'un. Je ne sais pas si c'est très connu, si c'est très courageux. Je me permets de dire ça parce qu'on est entre nous. Mais enfin, je suis un peu sceptique. Et je crois qu'il y a des moments, vous savez, il faut y aller, même si on est minoritaire. Un jour, il y a eu Defer et Mendes qui se sont présentés, ils ont fait 5%. Mon ami Rocard, il était là, il avait fait 3% aux élections présidentielles. Ben, on avait vu qu'il y avait un gars, on ne comprenait pas bien ce qu'il disait, mais au moins il y croyait. Voilà. Donc, il faut y croire. Merci. Merci Jean-Pierre Sueur, merci beaucoup. Bon voyage. Alors, je vais donner la parole à Alain Dumort juste dans un instant. Je voudrais juste rappeler quelque chose que j'ai d'ailleurs dit en partie lorsque Marie-France Chatin m'a invité jeudi sur son plateau. Il faut se souvenir aussi que des utopies européennes, il y en a eu dans les années 50, vous l'avez rappelé, mais il y en a eu dans un contexte de sortie de situation, d'une part de guerre et ensuite de pénurie, donc d'amélioration massive de la situation, dans un contexte de 20 ans de croissance économique, dont il reste à prouver d'ailleurs que la dynamique européenne est une quelconque cause majeure de cette croissance économique de cette période-là, et puis surtout dans une génération qui était celle du baby-boom, dans l'optimisme démographique des années 50, 60, 70. C'est quand même un petit peu normal qu'aujourd'hui, mis à part, en dehors du fait qu'un certain nombre de questions se posent, c'est quand même aussi un petit peu normal qu'on ne perçoive pas l'Union européenne aujourd'hui comme on la percevait dans les années 50, 60, 70, dans la dépression économique et dans la dépression démographique, qui est peut-être une des causes, une des origines de notre absence de capacité à faire des projets à 2049. Alain Dumort. Oui, je rejoins votre point de vue sur les utopies. Le risque majeur que l'on aura, effectivement, si on rêve une fois de plus, ce sera la grande désillusion qui conduit inexorablement au désespoir. On y est quelque part. Hein. On y est. Ça fait 3 jours que j'entends plaintes et récriminations. Les fameux cahiers de doléances, c'est peut-être typiquement français, mais ça n'existe que rarement ailleurs, cette capacité à écrire ces plaintes auprès du Seigneur en permanence. Donc c'est à nous d'écrire une nouvelle partition de la musique, pour clôturer ce beau sujet. Le premier rendez-vous, c'est le 26 mai, bien sûr. Nous sommes une organisation politique de fait, puisque les commissaires sont proposés par les gouvernements, qui sont eux-mêmes élus d'une manière effectivement directe ou indirecte. Et donc le profil politique de l'Union européenne, ce sera le résultat des votes, à la fois au niveau national et après au niveau européen. Donc c'est à nous, en fonction évidemment des projets politiques de chacun. On les attend. Hein. Dans certains pays, ils sont prêts. En France, ça se prépare activement. Donc voilà, pas de commentaire là-dessus, c'est pas mon rôle. Mais il y a effectivement beaucoup de volontarisme derrière tout ça. La volonté d'achever déjà un tableau à moitié fait, un verre à moitié vide ou à moitié plein. Et je me rappelle d'une publicité très forte qui disait half empty, c'est en anglais, half empty, half full, who care, it's half down. Ah, il y a tout le monde qui n'a pas compris. Hein. Bon, un verre à moitié plein, un verre à moitié vide, qu'importe, il va tomber. Est-ce qu'il y a encore une question ?
Dans la salle, s'il te plaît, Thibaut. Là-bas, s'il vous plaît. Alors, on va faire parler que les intervenants du festival. Bonsoir, je vais plomber un peu très très vite. Je vais plomber un peu l'ambiance. Je voulais aborder les crimes perpétrés par les Européens en Libye et en Syrie. Voilà. C'est quoi la question ? Et qu'est-ce que, en violation du droit international, on n'avait pas les Européens n'avaient pas le droit avec leurs partenaires américains d'intervenir ni en Syrie ni en Libye. Bon. On va clore. Voilà, c'est une question qui est un peu en dehors du débat là, ce qui ne veut pas dire que c'est une question qui n'est pas intéressante. Bien, le temps de cette table ronde est terminé. Merci. Le temps de ce festival va maintenant se clore. Merci à vos invités. En très peu de temps, on a dit quand même, je crois, beaucoup de choses. Et finalement, moi, ce que je retiens... Je retiens quand même qu'à travers ce qui s'est dit dans la table ronde et aussi dans le public, ces inquiétudes pour l'Europe manifestent aussi un désir d'Europe. Donc peut-être que tout n'est quand même pas perdu et que parfois savoir être pessimiste, c'est savoir aussi vouloir reprendre les choses en main pour changer le cours des choses. Merci beaucoup. Nous allons maintenant faire la clôture. On enchaîne tout de suite. Jean-François Fiorina pour le mot de la fin. L'avant-dernier mot de la fin. Et bonsoir à toutes et à tous. Bon, effectivement, un très bon cru pour cette édition, donc 2019. Alors, c'est à chaque fois l'heure des bilans. Vous en avez ici un premier avec ce qu'en dit la presse et différents acteurs. Moi, j'ai fait une revue de tweets. Vous savez, je suis assez présent sur les réseaux sociaux. J'ai sélectionné quelques tweets totalement aléatoires et totalement subjectifs. Mais vous voyez, pour revenir sur le premier tweet, donc comment Grenoble est une grande ville et comment l'université populaire en Savoie, très inquiète de ne pas être à l'heure, mais ils l'ont été et très très présents. Un deuxième tweet juste parce que le festival, c'est différents événements, dont un concours de simulation hier sur une négociation au Parlement européen par des étudiants de classe prépa. Et là, on s'est aperçu qu'ils étaient profondément européens. Et c'est peut-être le message d'espoir qu'on peut avoir ce soir. Et donc, chacun avait un rôle. Et ici, cet étudiant, donc tout content d'avoir gagné parce que, comment est représenté un lobby privé. Si on se réfère au titre du festival, eh ben, l'Europe n'est pas qu'un ensemble d'États. Il y a une forte histoire, une culture ancrée qui font de l'UE ce qu'elle est aujourd'hui. Le territoire européen existe. Ça, c'est moi un élément important parce qu'il y a eu en plus des ateliers de cartographie. Il est important de voir les cartes pour comprendre, pour prendre un petit peu de recul. Je crois que c'est particulièrement important et j'espère que dans toutes les nouvelles pédagogies et notamment la réforme du lycée, on étudiera de plus en plus les cartes parce que ça permet de voir donc comment ce qu'il en est. Autre tweet, il n'y a jamais eu de défense européenne et il n'y en aura pas car les Américains n'en veulent pas. Les Européens ont été maternés par les États-Unis en matière de défense et visiblement le sujet était l'Europe. On a quand même beaucoup parlé des États-Unis. Pascal Boniface, les États-Unis étaient un mari protecteur pour l'Europe, c'est devenu un mari violent qui la tape et la maltraite. Si on continue quand même dans l'aspect des unions, mais en plusieurs mots, Union européenne. Troisième journée qui commence avec un débat très riche sur les questions de souveraineté numérique et d'autonomie stratégique, quand l'échelle européenne est plus intéressante que les échelles nationales. Là, un message d'espoir. Pour les grandes entreprises, c'est impossible d'avoir de nouveaux contrats. On ne peut pas fabriquer des voitures dont la moitié des pièces sont fabriquées en Europe. Je pense que c'est un message subliminal pour l'industrie automobile anglaise.
l'Université populaire à Albertville, qui a repris quasiment l'ensemble de l'intervention de Marc Roche, vous savez, ce Français naturalisé anglais qui est pour le Brexit, et qui a avancé donc comment 7 raisons et qui montre l'espoir pour les Anglais donc, de ce Brexit. Et puis, parce que de temps en temps, il faut un peu rire, donc je ne sais plus quel était cet intervenant. Humour belge, avec le réchauffement climatique, la Flandre va disparaître et il ne restera que la Wallonie. Je pense qu'il fallait le faire, et donc vous pouvez applaudir quand même cet intervenant. YouTube également, qui commence à faire donc son apparition au sein donc du festival avec différentes interventions. C'est également un mode d'expression de plus en plus à utiliser, avec derrière comment absolument tout, le meilleur comme le pire. Et puis, allez peut-être pour comment le dernier tweet, pour moi important et qui reflète cette philosophie du festival. La prospective n'est pas un business plan. Nous avons besoin de comprendre le monde dans lequel nous sommes. Nous avons besoin, quel que soit notre secteur d'activité, là encore une fois, de pouvoir se projeter parce que ça permet de mieux comprendre. Et là encore une fois, on sait qu'il y a plein de scénarios, plein de simulations, plein d'hypothèses. Et la force de l'enseignement du futur, ça sera d'être capable de le faire, là aussi, en toute logique. Merci à vous. Et puis, je vais peut-être rajouter un dernier tweet qui n'est pas encore sorti, mais c'est vous, Monsieur Badi, tout à l'heure, qui l'avez dit donc, de manière très, très humoristique. Et je crois qu'en plus que vous soyez intervenant, je vais vous embaucher comme attaché commercial et de communication, puisque vous m'avez dit, j'aime, c'est gérer l'ordre mondial. À l'année prochaine. L'espace mondial. Merci Jean-François. Alors, quelques petits mots d'abord, évidemment, le soulagement d'avoir mené de bout en bout cette édition sans incident majeur et dans une ambiance presque parfaite, même s'il y a eu évidemment quelques petits coups de stress par-ci par-là. Je n'ai pas annoncé hier soir le sujet du festival de l'année prochaine et je ne le ferai pas ce soir non plus, bien que je le connaisse. Mais la façon dont il sera formulé est extrêmement importante, et tant que le conseil scientifique n'a pas décidé de la formulation, je préfère ne pas l'annoncer pour qu'il n'y ait pas de malentendu sur ce dont quoi nous allons parler. Donc, rendez-vous aux alentours du 20 avril pour connaître ce sujet dans sa formulation finale avec sa lettre d'intention. Sachez que ça sera une thématique. On va reprendre l'alternance que nous avions dans les 10 premières années du festival, donc ça ne sera pas un sujet régional. Le prochain festival, ça sera, mais je le redirai tout à l'heure, à la fin je vous le rappellerai, ça sera du 25 au 28 avril 2020 maintenant. Mars, pardon, 2020. Bien, alors merci à tous les intervenants qui se reconnaîtront sur les photos, pour qu'ils soient encore là. 125, record absolu, 25% de croissance par rapport à l'année dernière, dans un festival qui était parti en se disant, bon, si on veut bien gérer les gens, il faut qu'il y en ait un peu moins. C'est raté, mais on est très heureux de les avoir accueillis, et vraiment, je les remercie très sincèrement de tout ce qu'ils ont fait, de tout ce qu'ils ont dit, de tout ce qu'ils ont échangé aussi en dehors des salles de conférence. Bravo à eux et merci encore. Merci au public à Grenoble, merci au public aussi en ligne. Voici les connexions, les lieux de connexion en direct sur les conférences. Vous remarquerez que Pyongyang est sur la carte. Et sachant qui a accès à Internet en Corée du Nord, je doute que ce soit un collectif de citoyens militants pour une union coréenne sur le modèle de l'UE, ou alors sous pilotage national. Merci à nos partenaires. Ils sont nombreux. On ne va pas non plus tous les citer. Sans eux, il n'existerait rien. Le partenaire presse, partenaire contenu, partenaire soutien financier, bien sûr, mais aussi soutien institutionnel. Et tous ceux qui ont partagé leur réseau, leurs intervenants avec nous, vraiment merci beaucoup. L'équipe du festival, alors je l'ai déjà dit, j'ai une équipe formidable. Aux extrémités, à gauche, Isabelle Soret, à la communication
et aux relations partenariales avec l'assistance de Julie Thor qui nous a rejoint cette année sur la partie communication web et qui a un enthousiasme extraordinaire, une créativité géniale et qui parfois a besoin qu'on lui explique beaucoup de choses parce qu'elle ne comprend pas tout de la culture du festival, mais c'est normal, maintenant c'est fait. Merci Julie. À côté de Julie Clermour, qui, comme vous le savez, c'est un peu notre la personne dans la tour de contrôle qui dit quand les avions arrivent, quand ils redémarrent, enfin pas des avions, en l'occurrence des trains, donc le responsable de toute la logistique, de toutes les relations avec les intervenants, du bon fonctionnement de l'accueil et des différents petits services que nous rendons aux intervenants, au public et aux partenaires. Merci à elle, vraiment. Vous n'imaginez pas les heures de travail qu'elles ont passées. Et pour faire simple dans leurs attributions, parce que c'est plus compliqué que ça, Katia Jouk, Nathalie Bellost et Donosti Bellon pour leur contribution à la construction du programme. Voilà, j'ai une équipe géniale et moi je suis que là pour prendre les coups à leur place autant que possible et faire le malin un peu sur leur dos, donc j'ai un peu honte. Mais je veux leur dire toute mon admiration et tous mes remerciements et voilà. Merci au groupe de gestion de projet qui nous a accompagnés, qui a été également fondamental dans tout ce que nous ne pouvons pas faire, faute de temps, et aussi en nous apportant des idées qui sont toujours les bienvenues quand il s'agit des étudiants. En plus, vous savez, quand vous n'êtes pas étudiant et que vous parlez aux étudiants, ils disent quoi? Il y a quelqu'un qui a parlé. Quand c'est les étudiants qui parlent aux étudiants, ils les écoutent. Donc notre relais hyper important vers les étudiants, ce sont eux. Et je les remercie beaucoup de leur avertissement. On est très contents de investissement, pardon, pas de leurs avertissements. Nous sommes très heureux d'avoir travaillé avec eux cette année et je leur souhaite une très bonne continuation. Mais ils n'auront pas de bonus à leur note l'année prochaine, qu'ils le sachent d'autres. Merci à Planète. Planète, ce sont tous les gens que vous avez vus derrière les caméras qui sont à la réalisation. Si vous avez les vidéos, si vous avez une continuité dans ce qui a été fait dans ce festival, c'est grâce à eux et c'est grâce à eux depuis 11 ans maintenant. Ils sont parfaitement bien intégrés et j'ajoute qu'à côté d'eux, l'équipe de Pascal Foster qui assure la sécurité technique et la formation aussi de Planète est vraiment extraordinaire. Merci beaucoup. J'aime en débat. Vous avez vu beaucoup de débats modérés, animés par des étudiants. On ne peut pas tous les faire. Et puis on est content de pouvoir les impliquer là-dedans. J'aime en débat. On a l'habitude de faire des débats, bien entendu, entre étudiants. Là, il passe un petit peu le niveau au-dessus en termes de règles protocolaires, de contraintes, en se proposant pour animer les conférences du festival. 34 conférences, si je me souviens bien, ont été modérées par J'aime en débat. Merci, merci, merci. Plus leurs événements propres, à savoir les rencontres qu'ils ont organisées. Enjeu pour l'escape game, que vous avez peut-être testé. Franchement, il est génial. Les journalistes, quand on a fait la conférence de presse, ont adoré. Et ils ne sont pas sortis de la salle. Ils n'ont pas réussi. J'aime ONU, là aussi, pour toute une série d'animations et de simulations. Alors eux, ils ont gagné 5 médailles l'année dernière à New York. En représentant, c'était qui déjà le Costa Rica. Faut le faire quand même. C'est pas évident. Merci à Micro-ondes pour les émissions de radio, les interviews et les micro-trottoirs. Merci à la Zona pour le petit concert et le théâtre d'avant-hier soir et tout ce qui va avec. Et puis merci à Millésimé pour le buffet qui a lieu à cette soirée. Bref, merci à toutes les associations pour tout ce qu'elles ont fait, qui met le petit coup de jeune et le petit coup de folie un petit peu dans ce festival. Merci aussi à tous les services de l'école. Je l'ai dit, c'est près de 150 personnes qui contribuent directement et indirectement, et pas toujours bénévolement. Parfois, on les oblige un peu au fonctionnement de ce festival. On les écrase de travail dans cette période, on perturbe leurs agendas. Et dans l'immense majorité des cas, ils font ça avec le sourire et une redoutable efficacité. Voilà, on ne peut rien faire sans J'aime pour organiser ce festival en dehors même de l'équipe. Et les prestataires, donc, qui apportent ce que nous ne pouvons pas apporter. Et voilà, je vous rappelle la date du prochain festival, 25-28 mars 2020. Merci encore beaucoup. Merci à ceux qui sont restés. Bonne fin de week-end. Nous allons prendre un repos bien mérité avant de reprendre nos activités normales. Suivez l'actualité. Donc, aux alentours du 20 avril,
vous saurez ce qui sera traité l'année prochaine. Au revoir.